Normalement, vous avez compris comment on construit des structures électroniques. Ce qu'il faut savoir pour vous, c'est qu'il y a des couches déterminées par la valeur de n. Ensuite, des sous-couches déterminées par la valeur de L. Et il faut connaître le nom de la sous-couche, on fait une révision là, en même temps, en fonction de la valeur de L. L égale 0, c'est une sous-couche S. L égale 1, c'est une sous-couche P. L égale 2, c'est une sous-couche D. L égale 3, c'est une sous-couche F. Ça va? Et ensuite, dans chaque sous-couche, il y a un certain nombre d'orbitales. Le nombre d'orbitales dépend du nombre de valeurs de M, troisième nombre quantique. Par exemple, quand L égale 2, sous-couche D, il y a 5 valeurs possibles pour M, moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. On appelle ça des orbitales de type D. Il y en a 5. Voilà ce que vous devez savoir sur le bout des doigts pour mardi. Si vous ne savez pas ça, ben vous n'arriverez pas à répondre au sujet d'examen. Maintenant, dernière chose importante, qui se décline en fait en 3 principes. Première chose, il faut être capable de placer dans l'ordre énergétique correct les sous-couches dans les atomes polyélectroniques. Et pour ça, il suffit de connaître la règle de Kleshowski. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, etc., etc. Là aussi, si un jour vous comprenez que c'est l'ordre croissant de n plus L, et quand n plus L sont égaux, celui qui a plus basse énergie, c'est celui qui a le n le plus petit. Ensuite, ça c'est le premier principe, c'est le principe d'énergie. 2 autres principes, principe de Pauli, qui nous dit que on ne peut pas mettre plus que 2 électrons dans une seule orbitale, et encore, il faut qu'ils n'aient pas le 4e même nombre quantique, ms. S'il y en a un qui est plus 1,5, l'autre il doit être moins 1,5. C'est le principe de Pauli, celui-là il faut le respecter absolument. Vous ne pouvez pas mettre 2 électrons avec la même valeur de ms dans une même orbitale. Ça c'est bon aussi normalement pour tout le monde. Et 3e principe qui nous guide, c'est le principe de Hund, moi je l'appelle aussi principe du tramway, c'est que les électrons ont tendance, lorsqu'ils peuvent le faire, à se mettre dans des orbitales différentes. Ça veut dire quoi? Le plus loin possible les uns des autres. Et en plus, ce qui est favorable à l'énergie globale du système, c'est quand les électrons se mettent tous avec la même valeur de ms. En quelque sorte, hein, c'est comme s'ils étaient tous dans le même sens. Voilà. Et à partir de ça, on peut construire la plupart des structures électroniques. Et puis, il y a quelques exceptions. Mais ça, c'est la nature des choses. Hein. La nature n'est pas toujours très simple. Hein. Il y a toujours des moments, des étapes, des petits chocs, etc. Et c'est pour ça qu'il y a quelques exceptions. On en a déjà vu une exception. Par exemple, le chrome, avec 24 électrons, ce n'est pas un 4s2 3d4, c'est un 4s1 3d5. À ce moment-là, le chrome possède 6 électrons dans des orbitales différentes et tous avec la même valeur de ms. Vous voyez, c'est ce genre de raisonnement que vous devez savoir faire rapidement. C'est bon? Maintenant, monsieur, c'est toi qui as posé la question sur célibataire et valence. Ces 2 concepts n'ont rien à voir. D'accord? Un électron célibataire, c'est un électron qui est seul dans une orbitale. D'accord? Donc il y a juste une valeur, il peut être ms plus 1,5 ou moins 1,5 dans une orbitale, mais il est tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre électron dans la même orbitale. Ça, c'est la définition d'électron célibataire. Maintenant, effectivement, la plupart des électrons célibataires, hein, habituellement dans l'état fondamental, en tout cas c'est comme ça, tu les trouves dans les couches de valence. Puisque c'est là qu'il y a un peu de place, tu vois, pour mettre justement un électron seulement par orbitale. Dans les électrons de cœur, dans les orbitales de cœur, les électrons sont toujours à 2, tu vois, dans une orbitale. Et la mesure physique qui permet de
confirmer ça, c'est des mesures magnétiques. Ça s'appelle le paramagnétisme. Quand il y a des électrons célibataires comme ça, dans le même sens, en fait, il y a une réponse positive de ce genre de matériaux à un gradient de champ magnétique, voilà, pour être un peu plus précis. OK? Mais ça s'appelle le paramagnétisme. Et le paramagnétisme, quand il est ordonné, ça s'appelle le ferromagnétisme, c'est les aimants. Donc toi, tu comprends ça. Donc les aimants, il y en a autour. C'est un état de la matière qu'on peut vérifier expérimentalement, c'est ça que je veux dire. Ben, l'état fondamental doit respecter ce que j'ai dit à l'instant. Si ce n'est pas le cas, c'est un état excité. Il y avait un exemple, je le reprends pour l'instant à l'oral, hein, le nickel. Le nickel, alors on va compter, chrome, c'est 24, manganèse, 25, fer, 26, cobalt, 27, nickel, 28. 28 électrons. C'était dans le TD3, je crois. La structure électronique du nickel, c'est donc un 4s2, 3d8, sauf erreur de ma part. 4s2, 3d8. D'accord? Ça, c'est la structure fondamentale. C'est-à-dire qu'on est loin de la couche complètement pleine et on est loin de la demi-couche pleine. D'accord? Donc, la structure fondamentale du nickel, 4s2, 3d8. Mais maintenant, très facilement, tu peux, si tu excites cet atome de nickel, faire passer un ou deux électrons même de la couche 4s. Et vous savez que dès qu'on met un électron dans la couche 3d, la couche 4s, d'accord, son énergie augmente. Vous vous souvenez de ça? Pas quand on remplit. Quand on remplit, on respecte les règles de Kleshowski. Mais dès qu'on commence à mettre des électrons 3D, hop, la couche 4s augmente. Donc, il n'est pas impossible que, au lieu d'arracher ces deux électrons pour faire par exemple du nickel 2+, qui est le degré d'oxydation naturel du nickel dans la nature, si tu ne vas pas jusqu'à la ionisation, tu peux très bien envoyer ces électrons dans la couche 3D pour faire par exemple 4s0, 3d10. Ce n'est pas impossible, tu vois, mais ce n'est pas un état ionisé, c'est un état excité du nickel, puisque tu n'as pas fourni assez d'énergie pour arracher complètement ces deux électrons. Alors, les exceptions pour les orbitales de type D, c'est le chrome, puisque là on est dans une structure où la couche sera exactement à moitié remplie, ou alors le cuivre, puisque lui c'est un 3D9, il n'a qu'une envie, c'est de compléter sa couche 3D. C'est pour ça que le cuivre c'est un 4s1 3d10. Et je vous rappelle, il y a une preuve chimique de ça, c'est que contrairement au nickel, au cobalt, etc., au fer, où il n'y a pas de degré d'oxydation naturel plus 1, pour le cuivre, tu as un degré naturel plus 1. On trouve du cuivre plus 1 dans la nature. Et ce cuivre plus 1, d'où il vient? C'est parce qu'il y a un seul électron 4s. Tu vois? C'est ça qui est intéressant de mon point de vue, c'est de rapprocher ces structures électroniques avec des connaissances expérimentales de la chimie ou de la chimie physique. Chimie physique, par exemple, dans des mesures magnétiques. Ça va? Bien. Je vous remercie pour les questions, parce que c'est parce que vous posez des questions qu'on peut approfondir et vous rendez service à tout le monde. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ceux qui posent des questions. On va poursuivre. Les électrons de valence, on a déjà fait ça un peu la semaine dernière. Pardon. Jusqu'au calcium, la situation est relativement simple. Les électrons de valence correspondent au N maximum de la structure électronique. Les N maximum, c'est les dernières couches qui sont remplies. On est d'accord? Pour le carbone, par exemple, qui est derrière moi, la couche de valence, c'est 2s, 2p. Pour l'azote, j'ai donné cet exemple hier en TD, je sais pas, moi je ne sais, j'ai pas tous les groupes de TD, j'en ai 2. Je ne sais pas jusqu'où est allé votre enseignant en TD dans l'explication. Mais je vais reprendre cet exemple, celui de l'azote. L'azote, par rapport au carbone qui est derrière moi là, c'est 1s2, fait 2 électrons, 2s2, 4 électrons et 2p3. Donc 3 électrons, monsieur célibataire, d'accord, dans la 2p. Mais à la fois la 2s
et la 2p sont des électrons qui potentiellement peuvent, d'accord, partir entre guillemets ou participer à des liaisons. Exemple, si vous regardez sur vos bouteilles d'eau, si mademoiselle, vous avez une bouteille d'eau, si tu regardes sur cette bouteille d'eau et la composition chimique, tu vas trouver un ion qui s'appelle NO3-. Bon, c'est écrit petit, hein, mais il y en a. Combien? Quelle masse? Moins de 1, voilà. Pas beaucoup, quoi. Mais des nitrates, on en ingère tout le temps. Les nitrates, c'est quoi? La formule de la molécule, c'est NO3-. L'oxygène, vous le savez peut-être, en termes de degré d'oxydation, c'est toujours moins 2. Donc un azote associé à 3 oxygènes moins 2 et qui globalement fait une charge de moins 1, donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Donc l'azote, c'est quoi son degré d'oxydation? Plus 5. Hein, plus 5 moins 6, ça fait moins 1. Donc le degré d'oxydation plus 5 de l'azote, tu vois, c'est les 3 électrons célibataires là, de la 2p qui sont partis, et même les 2 électrons 2s. Donc l'azote au degré d'oxydation plus 5, qui est un azote tout à fait courant, ok, eh bien c'est bien un azote qui a perdu ses 5 électrons de valence. Par contre, les électrons 1s de l'azote, ceux-là tu ne pourras jamais les enlever. Enfin jamais. On peut tout faire, hein, mais en chimie et en biologie classique, tu peux te lever de bonne heure. Hein. C'est les électrons de cœur, jamais tu les arraches. Vous savez, certains ont appris au lycée que l'azote au degré d'oxydation plus 5, il a la structure électronique de l'hélium. D'accord? Le gaz rare qui est avant. Et ça, c'est très, très stable. Et de l'autre côté, comment participent ces électrons de valence? Ils peuvent même récupérer des électrons supplémentaires. S'ils en prennent 3 de plus, pour avoir la structure électronique à ce moment-là du néon, ça donne du N3-. Et du N3-, hein, en charge formelle, c'est quoi par exemple comme molécule que vous connaissez, que vous avez tous aussi chez vous dans les produits ménagers? Par exemple? Ah, vous ne faites pas le ménage? Non? Toi, tu dis non? Tu ne fais pas le ménage, toi? Tu fais bien. Si j'avais envie de faire un stage de ménage, tu peux venir chez moi. J'ai toujours du travail. C'est l'ammoniac, NH3. Vous connaissez cette odeur qui pique le nez et à forte dose, c'est dangereux, hein, parce que c'est une base relativement forte. L'ammoniac, NH3, c'est de l'azote au degré d'oxydation moins 3. Donc vous voyez, avec l'azote, c'est important, c'est pour ça que l'azote, le carbone, ce sont les éléments importants de la biologie. Vous êtes des biologistes, vous, en formation. C'est des éléments qui peuvent donner beaucoup d'électrons et même prendre des électrons. Et les électrons, toi, qui sont toujours échangés là, monsieur, c'est les électrons de valence. C'est les électrons 2s et 2p. Donc le n égale 2, le n le plus grand possible pour cet élément. Et ce raisonnement simple, vous pouvez le tenir jusqu'au calcium. Après, je termine, après tu pourras poser ta question, parce que je suis lancé là. Après, on arrive aux métaux de transition, à partir du scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre, zinc, ce qu'on appelle la première série de transition. Il y a 10 éléments. Hein. Pourquoi il y a 10 éléments? Parce que c'est les électrons qu'on va mettre dans les couches 3D. Vous vous souvenez? À partir de ce moment-là, les électrons de valence, tu vois, c'est pas seulement les 4s. Parce que si c'était le cas, les métaux de transition, leur seul degré d'oxydation, ça serait 2+. D'accord? 1+ et 2+. Vous êtes d'accord? Or, ce n'est pas le cas. Exemple. Le titane, vous voyez, le deuxième après le scandium, son degré naturel d'oxydation, c'est +4. Par exemple, les pigments de peinture TiO2, peinture blanche, c'est titane +4. Le vanadium, on le connaît au degré d'oxydation +2, +3, +4, +2, +3, +4, +5. Le manganèse, vous connaissez ça, l'ion permanganate, MnO4-. C'est quoi le degré d'oxydation du manganèse dans permanganate? Vous voyez le manganèse +7. Un manganèse +7, c'est un manganèse qui a perdu ses 5 électrons D
ok? Et avant, il a perdu ses 2 électrons 4s. Donc, force est de constater que les électrons de valence pour les métaux de transition, ce sont les électrons qui sont dans la sous-couche 4s et dans la sous-couche 3d. Donc tu vois, c'est là que ça se complique un peu, et parce que c'est à cause des règles de Kleshowski. Parce que la 4s, elle est venue là, tu vois, jouer un rôle. Donc c'est pas seulement 4s, c'est aussi la 3d, parce que la 3d, elle est aussi haute en énergie. Et n'oubliez pas, je l'ai dit hier, et je lui rends hommage, hein. Vous savez, ici, il y a 2 ans, un de mes collègues, c'est dans son labo que j'ai été accueilli en 2000 quand j'ai été nommé professeur dans cette université, Jean-Pierre Sauvage, a eu prix Nobel de chimie, vous savez ça, hein, quand même. Et le laboratoire qu'il dirigeait s'appelait Laboratoire de chimie des métaux de transition. Les métaux de transition ont une chimie extrêmement riche. Et d'ailleurs, en biologie, puisque vous êtes des biologistes, et je vous interpelle souvent de ce point de vue-là, en biologie, connaître un minimum de chimie de métaux de transition est très important, puisque dans tout un tas de cytochromes, etc., il y a des métaux de transition, okay, qui jouent un rôle important dans la biologie, dans la photosynthèse, etc. etc. D'accord? Donc tu vois, là, les électrons de valence, c'est la 4s et la 3d. Et ça fit avec des résultats expérimentaux, encore une fois. Mais tu avais une question? J'ai répondu. Dans un premier temps, je vous conseille vivement, quand vous écrivez des structures électroniques, à écrire toutes les couches et sous-couches au départ, même s'il y a beaucoup d'électrons. Vous écrivez chaque fois, vous faites une case quantique, 1s, vous écrivez la 2s un peu au-dessus, les 2p, 3s, 3p, d'accord, 4s, 3d, vous les écrivez tous et vous remplissez vos cases. Et une fois que vous avez fait 10 ou 20 fois cela, après, un peu par paresse, vous dites, bon, les 18 premiers électrons, ça va, je les ai écrits 10 ou 20 fois, maintenant j'ai compris comment que c'est. Alors, je représente ça, ces 18 premiers, entre crochets, j'écris le nom de l'élément qui a 18 électrons, et vous, comme vous connaissez votre tableau périodique par cœur, bravo, eh bien, vous savez que c'est l'argon, AR, et vous mettez un petit 18 ici, qui rappelle qu'il a 18 électrons. Et après, vous continuez, vous voyez, 4s2, 3d, etc. C'est la notation, après, donc, un peu simplifiée des structures électroniques. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mais mon conseil, hein, c'est que n'écrivez pas trop vite ça. Écrivez tout dans un premier temps. Et un jour, vous voyez, pour moi, pour mes collègues, on a écrit ça des centaines, des milliers de fois. Quand nous, on écrit argon 18, on voit la structure électronique. D'accord? Elle est tout de suite présente dans notre tête. Donc, ça veut dire quelque chose. Mais pour vous, si vous écrivez argon 18 et que c'est un concept abstrait, ne l'écrivez pas. Le fer, il y a même des chercheurs, des fois, l'oublient. Le fer, on va compter, hein, avec cette structure 4s2, 3d6, qu'est-ce qu'on s'attend? Je ne l'écris pas ici, hein, parce qu'en même temps je filme, il y a la projection, donc je ne veux pas lever le tableau. Essayez de regarder juste 4S, ouais, argon, vous voyez, 4s2, 3d6. C'est la structure du fer, métal. Alors, comme d'habitude, la sous-couche 4s est un peu plus haute en énergie une fois qu'on a mis tous les électrons. Donc les 2 premiers électrons qui partent, c'est les électrons 4s. Donc le fer 2+, ça existe même dans la nature, hein. Le fer au degré d'oxydation 2+, ça existe. Donc sa structure électronique, ça sera, mademoiselle, 4s0, 3d6. Ensuite, le degré d'oxydation le plus stable pour le fer, c'est le fer +3. Pourquoi? Parce qu'on est à la structure, là, pour l'instant, 3d6. Si vous enlevez un électron, en fait, tu enlèves un électron dans la seule orbitale où il y a 2 électrons à parier. Et donc, le 3d5 maintenant, donc avec 5 électrons célibataires, monsieur, c'est le fer +3. Et ça, c'est une structure particulièrement stable. Et c'est celui qu'on trouve dans la nature. La plupart des oxydes, des minéraux, des roches contenant du fer, ou la rouille par exemple, vous connaissez la rouille, hein, quand vous laissez un bout de ferraille dehors, il rouille. Eh bien, ce composé rouge qui se forme est à base de fer 3
essentiellement. Alors si les conditions sont un peu avec moins d'oxygène, ça peut aussi former du fer 2. Mais le fer 3 est l'élément le plus stable dans les conditions normales de température et de pression dans notre atmosphère. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Tu vois, 4S0, 3D5. Mais ce n'est pas fini. On sait faire des degrés d'oxydation supérieurs du fer. On peut encore enlever des électrons. Moi, j'ai connu des gens qui travaillaient sur des ferrates 6, donc des degrés d'oxydation plus 6 du fer. Et il y a même des gens qui ont réussi chimiquement à arracher tous les électrons de valence du fer pour faire du fer, c'est le cas de le dire, plus 8. Donc 4S0, 3D0. Par contre, les électrons de cœur, comme c'est marqué sur la diapositive, là, tu peux te lever de bonne heure pour les enlever. Hein. Alors, il y a deux petits exemples là sur la diapositive. Sodium, élément numéro 11. Vous savez, le sodium, il a un électron 3S, là, tout seul, perdu, dans le château quantique. Et il n'a qu'une envie, cet électron, c'est de partir pour donner du sodium plus. Et à ce moment-là, il a la structure électronique du néon, avec 10 électrons. OK? Si maintenant on va de l'autre côté, le fluor, il a 9 électrons. Lui, il n'a qu'une envie, d'accord? Dans la vie, il a une obsession. C'est son grand but, c'est de prendre des électrons à quelqu'un d'autre pour compléter sa couche 2p et à ce moment-là, avoir la structure électronique du néon, encore une fois, et c'est particulièrement stable. C'est pour ça que dans la nature, vous ne trouverez jamais de fluor 0. D'accord? La petite molécule F2, ça n'existe pas. Parce que c'est la molécule qui a l'électronégativité la plus forte. C'est l'oxydant le plus fort, en fait. D'accord? Quand on fera... On va faire ensemble, hein. Vous savez, hein, vous me verrez toute l'année. On fera l'oxydoréduction. Vous verrez que si on regarde les potentiels redox, le fluor, c'est lui qui a le potentiel redox le plus fort. C'est la molécule, c'est l'atome qui a le plus envie de prendre un électron aux autres. Donc F-. Ça va? Alors, dernière chose dans cette partie du cours, les représentations de Lewis, vous les utiliserez un peu plus, ces représentations, après Noël, quand on reprendra un cours sur la structure des molécules et comment les atomes se lient les uns aux autres et qu'est-ce que ça a comme conséquences géométriques sur les molécules. Donc voilà, par exemple le carbone, on a tendance à ne pas représenter les électrons de la couche de cœur, on représente en structure de Lewis les électrons de valence, monsieur. Et donc, quand deux électrons sont appariés, on représente ça par un trait, vous voyez le carbone. Et quand il y a deux électrons, les électrons célibataires, on les représente par des points. C'est ce qu'on appelle la représentation de Lewis. Vous voyez, c'est une représentation simplifiée, d'accord, donc graphique cette fois-ci, qui vous montre la situation des électrons qui peuvent éventuellement participer à la chimie, donc à faire des liaisons, à faire des échanges d'électrons avec d'autres atomes, et c'est les électrons de valence qu'on représente dans les structures de Lewis. D'accord, donc carbone, azote, vous voyez, on met un doublé qui correspond aux électrons 2s, et on met 3 points qui correspondent aux 3 électrons célibataires, etc., etc. Mais ça, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Voilà le dernier exemple qui est donné dans le cours, c'est l'exemple du sélénium. Voilà, si vous complétez correctement sa couche, sa structure électronique, pardon, vous voyez que maintenant la couche de valence, puisque les orbitales d sont complètement remplies, ça sera 4s2, 4p4, et donc on représente la représentation de Lewis du sélénium de cette manière. On indique le doublé 4s et un doublé 4p avec 2 traits, et les 2 électrons célibataires avec des points. Ça va? Voilà, donc ça c'est relativement facile.